le bruit de fond cosmologique, qui est un peu les cendres du feu originel que vous voyez ici. Et vous voyez, en 1965, ils ont mesuré ce brrr que vous voyez ici. En fait, ils n'ont pas mesuré un bruit, ils ont mesuré une température. Attendez, je la reprends. La température, ils ont mesuré que le ciel, cette émission qui provient du ciel, dans toutes les directions, elle est à 2,7 degrés. Kelvin, 2,7 degrés, au-dessus du zéro absolu. C'est amusant. En fait, c'est cette émission, vous pouvez le voir, dans les vieux postes de télévision, quand vous vous mettez entre deux canaux, vous avez un peu de neige, hein, vous regardez la neige, et bien une partie de cette neige, c'est ça, c'est ce originel. Hein. Alors, ils se sont dit, c'est très drôle, c'est bizarre ça quand même, vraiment une constante comme ça, dans toutes les directions, j'écoute, j'entends ce bruit de fond. Et alors ils ont lancé un satellite. Alors je voudrais bien que ça arrive dans le bon ordre. Après ça, ils ont lancé un satellite, ils ont développé un satellite qui s'appelle Kobe pour étudier justement avec plus de détails ce bruit de fond. Ah, ils se sont dit, oui, c'est plus tout à fait constant. Mais les variations, et on en a lancé un autre qui s'appelle WMAP, et là, vous voyez, il y a plein de différences dans celui-là. Mais en fait, ce qui est formidable, mesdames et messieurs, c'est qu'entre le point bleu et le point rouge, il y a 100 micro-Kelvin, 100 micro-Kelvin de variation. Donc 100 micros, ça veut dire 10-5 hein, degrés, donc c'est vraiment constant. Ce qui a permis de passer de ça à ça, c'est la qualité des instruments. D'accord? Mais le bruit de fond cosmique est, pour ainsi dire, parfaitement constant, avec des toutes petites légères variations. Et on va voir, nous qui sommes tous ici, on est là. C'est grâce à ça qu'on existe. Alors, voilà les satellites qui ont été lancés pour ça. Le dernier, en haut à droite, donc vous aurez les résultats le 21 mars. Donc, je reviens à ce graphique. Au tout début, après la période de Planck, c'est la période inflationnaire. Et après, c'est l'ère des quarks. Alors l'inflation énorme s'arrête et on arrive à une expansion beaucoup plus raisonnable. Et les particules, les antiparticules s'annihilent en permanence. Mais on crée, avec l'aide des quarks, on va créer les électrons, les neutrinos. Alors, à ce moment-là, on pense que c'est à ce moment-là que l'antimatière disparaît. On ne sait pas trop. Donc, les quarks vont servir à ce Lego de fabrication des particules. Donc, c'est l'aide des quarks. Les quarks, c'est un peu comme on forme des mots avec la soupe alphabet. Pardon pour ceux qui comprennent l'anglais. Il y en a qui ont compris? Bon. Alors, la prochaine étape, la séparation des forces, en fait, 10-12 à 10-6, je vais vite. L'univers n'est pas trop grand, il est de la taille de l'orbite de la Terre, et il est encore en expansion. Les forces sont maintenant bien séparées. Alors on arrive à l'ère de la microseconde, 10-6 secondes. L'univers a la taille du système solaire. La température devient raisonnable, 1 milliard, 2 milliards de degrés. Bon, ça va. Voilà, voilà ce qu'il faut se rappeler. Avant la première microseconde, une soupe ultra dense de quarks, d'électrons, de neutrinos et de photons. L'univers est toujours opaque. Voilà la période la plus importante, c'est ce qu'on appelle la nucléosynthèse, c'est-à-dire jusqu'à la première seconde. La température baissant, les quarks vont se combiner pour former maintenant les nucléons, c'est-à-dire les protons et les neutrons. Hein? Donc, première seconde, les protons et les neutrons sont créés. Il fait toujours chaud, 10 puissance 10 K, et l'univers est toujours opaque.
les 3 premières minutes, ce sont les 3 premières minutes les plus importantes. C'est ça qui va mettre un terme, c'est ça qui vont commencer à créer des atomes. Vous allez voir. Alors je vais essayer, voilà. Juste pour vous dire qu'il y a une légère différence entre le neutron et le proton. Hein, vous savez qu'ils ont à peu près la même masse. Ce n'est pas tout à fait vrai. Le neutron est légèrement plus lourd que le proton. Ça va lui jouer un mauvais tour parce qu'il lui faut plus d'énergie pour le créer. Donc il va être en minorité dans l'univers. Et donc il y aura dans l'univers beaucoup plus de protons que de neutrons. C'est bien parce que les protons vont pouvoir s'associer pour donner un nouvel élément qui va nous servir de brique maintenant pour les éléments et non pas pour les particules. Si les quarks sont les briques des particules, l'hélium va être la brique pour les éléments. Donc, et vous voyez, l'hélium, c'est quoi? C'est le chiffre 4. Bah, 4, c'est facile, c'est 1 plus 1 plus 1 plus 1. Hein, d'accord? Ou 1 plus 1 plus 2. Ou 1 plus 3. Hein, vous voyez le jeu, un peu le jeu de mécano là-dessus. Donc l'important, c'est l'hélium qui va servir de base aux autres éléments. Et voilà, au bout de 3 minutes, les noyaux d'hydrogène d'hélium sont créés, l'univers est toujours opaque. Et puis ça continue légèrement, on y va. 3 plus 4, ça fait 7. 7, c'est le lithium, d'accord? Et puis on va essayer de créer tous les produits, tous les éléments qui existent. Aïe, il y a un problème. Aïe, aïe, aïe. Le numéro 5 et le numéro 8 sont maudits. Pourquoi? Parce que ces numéros, ils vont se désintégrer plus vite avant de pouvoir former d'autres éléments. Alors là, on est perdu. La machine à synthétiser les éléments s'arrête au bout de 3 minutes. Donc 3 minutes après le Big Bang, c'est perdu. On est arrêté à l'hélium, l'hydrogène, l'hélium, le deutérium un peu de lithium, c'est fini. C'est fini. L'univers est figé en composition. Il y a en masse 25% d'hélium, 75% d'hydrogène. Et il faudra attendre des milliards d'années pour que sa composition change très légèrement. Nous, on n'est pas représentatif de l'univers. Hein, donc, c'est fini. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Ben, l'univers devient ennuyeux. Hein, voilà. Pendant des dizaines de milliers et des centaines de milliers, il ne se passe rien. Si, il se passe quelque chose. La température baisse. Ah, la température baisse. Si la température baisse, ça veut dire que le degré d'agitation des particules, ben, ça va se ralentir. Il va faire de plus en plus froid. En fait, il va faire froid. Il va faire 3000 degrés. Ah, 3000 degrés, pour les astronomes, c'est froid. Bon, pas pour vous, pas pour nous, c'est ça. Et 3000 degrés, il fait 3000 degrés au bout de 380 000 ans, à peu près. Alors là, les électrons ne gênent plus les photons. La lumière n'a plus d'obstacle. Maintenant, la soupe, le brouillard se dissipe. Le brouillard se dissipe. Les atomes vont pouvoir se créer parce que les particules, les électrons vont pouvoir s'associer aux protons et aux neutrons pour créer des atomes. Oui, vive les atomes. Hein. Et en créant les atomes, justement, le brouillard se dissipe. Les atomes, donc, alors, d'hydrogène et d'hélium, c'est tout pour le moment. Hein. L'univers devient transparent. Les photons peuvent se propager. Et alors? Et la lumière fut. Au bout de 380 000 ans, il y a enfin un flash lumineux. Et c'est ce flash lumineux que le satellite, que la grande oreille a mesuré. Ah, évidemment, au bout du temps, il s'est décalé vers le rouge. Même, il a dépassé le rouge, il est dans le micro-ondes. Hein. Et c'est ce flash lumineux qui est notre acte de naissance. C'est le Big Flash. Hein. Et c'est ça qui a donné naissance à ce bruit de fond cosmologique, qui correspond en gros à une température de 2,7 Kelvin. C'est amusant, n'est-ce pas? Formidable, hein, quand même.
Ce qui est incroyable, c'est qu'on arrive à déterminer tout ça. Donc voilà l'univers tel qu'il est, alors pas tel qu'il était il y a 380 000 ans après le Big Bang, mais tel qu'on le voit aujourd'hui. C'est l'image de l'univers il y a 380 000 ans après le Big Bang. L'univers était en gros 1000 fois plus petit et 1000 fois plus chaud. Hein. Pourquoi? Ben oui, 1000 fois plus chaud, 3000 K, 3 K, ça fait à peu près 1000. Et là, c'est important parce que ce sont ces petites variations extrêmement ténues de température qui vont agglomérer de plus en plus de matière, hein, par la gravité. La gravité attire la matière, hein, comme je dis toujours, le fric attire le fric, la matière attire la matière. Hein, et ben c'est pareil. Et c'est à un moment, il va y avoir tellement de matière que ça va déclencher des réactions nucléaires et ça va créer des étoiles, des galaxies, des planètes et des êtres humains intelligents ou débiles comme nous. Alors, suite à ce premier flash, en fait, il va y avoir quelque chose qui peut paraître bizarre, mais il va y avoir un âge sombre. Parce qu'évidemment, après le premier flash de lumière, les étoiles n'existent pas encore. Les étoiles n'existent pas encore, donc il n'y a plus de lumière. Et une fois que le flash a eu, qu'est-ce qu'on regarde? Il n'y a rien. Hein. L'univers est sombre, ça va prendre un certain temps pour créer des étoiles et des galaxies. Alors justement, pour créer ces étoiles et ces galaxies vont être importantes parce que qu'est-ce qu'on a dans l'univers pour le moment? Il y a de l'hydrogène et de l'hélium. Ben, je m'excuse, vous avez aussi du titane, du fer, de l'or, un petit peu d'argent sur vous, peut-être aussi. Hein. Tous ces éléments, ils n'existent pas. Il va bien falloir qu'ils se forment puisqu'on est là. Eh bien, ça va prendre quelques centaines de millions d'années. Voilà, les premières galaxies se forment. La gravité prend le dessus. Hein. Donc la matière attire la matière et de plus en plus fort. Et qu'est-ce qui se passe? Il y a démarrage de réactions thermonucléaires à partir de... Attendez, excusez, oui, c'est ça. À partir de ces grumeaux, de ces petits grumeaux, hein, il va y avoir démarrage de réactions nucléaires et une étoile est née. Voilà. Les étoiles commencent à naître. Alors ça c'est bien, parce que les étoiles, elles vont dans leur cœur, elles vont déclencher des réactions de fusion nucléaire. Fusion, hein, fusion, c'est ce qu'on essaye de faire aussi à ITER dans le sud de la France. Hein, on va essayer d'imiter le Soleil. Je ne sais pas si on arrivera, parce que le Soleil, il est quand même fortiche. Hein. L'hydrogène brûle en donnant de l'hélium. Hein. Notre Soleil, c'est quoi? C'est une machine à transformer de l'hydrogène en hélium. Hein, ça brûle son hydrogène, suivant la réaction qu'elle a, et la transforme en hélium. Et une fois cet hydrogène brûlé, il faut bien imaginer que les premières étoiles, elles n'ont rien à voir avec les étoiles que l'on voit actuellement. Comme il n'y avait que de l'hydrogène et de l'hélium, elles ont à leur disposition que ces deux gaz, hein, et donc elles vont être beaucoup plus grandes, beaucoup plus importantes que les étoiles actuelles, et elles vont brûler beaucoup plus vite. Heureusement, parce que ces étoiles, en brûlant, elles vont consommer leur hélium, et on va fusionner maintenant l'hélium. Fusion, vous vous rappelez, ça veut dire ajouter, c'est comme un mécano, c'est comme un Lego. Je mets un Lego d'hélium sur un Lego d'hélium. Qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, 4 plus 4, ça fait 8. 8, c'est quoi? C'est de l'oxygène. Ah, je rajoute un Lego. 4 plus 4 plus 4, qu'est-ce que c'est? Ah, c'est du carbone. Hein, etc., etc. On va créer ainsi tous les éléments de la table de Mendeleïev, petit à petit. Alors, pas tout à fait vrai. Parce que qu'est-ce qui se passe? À chaque fois je brûle les composants les uns après les autres. Donc j'avance comme ça dans la table périodique des éléments. Et puis je vais arriver au fer. Et alors, le fer, c'est le corps le plus stable de l'univers. Et alors, le fer, par contre, pour brûler, lui,
il a besoin d'énergie. Tous les autres corps, en brûlant, fournissaient de l'énergie, c'est-à-dire que c'était des réactions exothermiques. N'ayez pas peur du mot, hein, exothermique, hein, j'aimais de l'énergie. Le fer, ça sera des réactions endothermiques, a besoin d'énergie. Donc, arrivé au fer, stop, je m'arrête. Et là, encore une fois, la chaîne de montage des éléments s'arrête. Ça va pas, là. Nous, on a besoin des éléments après le fer. C'est fini. On peut plus. Et alors, on a de la chance. Parce que, à la fin, une fois arrivé au fer, l'étoile ne pouvant plus rien faire, va exploser. Et alors, on va voir ce qui va se passer. Donc, je voulais vous montrer ça. Il y a donc condensation de hélium et d'hydrogène, et première protogalaxie, première étoile s'allume. Alors, nous, par contre, une fois qu'on est arrêté au fer, il faudrait essayer d'aller un peu plus loin. Et justement, lorsque ces étoiles vont exploser, une énergie colossale va être émise dans l'univers, dans tout l'univers autour, et la luminosité va correspondre à une galaxie entière, hein, ce qu'on appelle une supernova. Vous avez entendu le mot supernova. Et ça, c'est la seule formule que vous verrez, mais elle est importante, parce que cette supernova, en explosant, va émettre des neutrons, plein de neutrons. Vive les neutrons. C'est grâce aux neutrons qu'on est là. Hein. Pourquoi? Parce que il va y avoir des corps qui vont être formés avec trop de neutrons. Vous vous rappelez ce que je vous ai dit en introduction? Les neutrons, quand on rajoute des neutrons, ce sont des isotopes. Hein, ce sont des isotopes. Ça va devenir des isotopes très radioactifs, puisqu'ils vont avoir trop de neutrons, au moment c'est instable, et pff, ça pète. Et vous vous rappelez, la radioactivité bêta, c'est celle qui transforme un neutron en proton. Ah, ben ça c'est bien, parce que si je rajoute des neutrons au fer, je vais toujours avoir du fer. Hein, puisque ce n'est pas les neutrons qui changent le type de l'élément. Mais si je transforme un neutron en proton, tac, je fais +1 dans la table de Mendeleïev. Et j'ai dépassé le fer. Exemple, j'ai transformé mon petit fer en cobalt. Etc., etc., etc. Et je vais arriver au plomb, à l'uranium, etc. Merci les supernovas. On va faire toute la table périodique des éléments. Alors, le début, ça va être la nucléosynthèse primordiale, les 3 premières minutes. Ensuite, la nucléosynthèse stellaire au niveau des étoiles. Hein. Donc, quand se crée, on va s'arrêter au fer. Puis ensuite, la capture de neutrons par les supernovas. Et voilà la mère nourricière de nous tous, une supernova. Et je vous présente maman. Voilà maman. Alors, en fait, quand j'ai donné cette conférence à la Cité des Sciences, il y a quelqu'un qui s'est levé qui m'a dit « c'est pas maman, c'est mamie ». Je n'ai pas compris pourquoi. Il m'a dit « bah oui, c'est mamie Nova ». Et depuis ce jour-là, je fais cette blague. Non, mais tout ça, c'est pour vous faire comprendre. On dit qu'on est des poussières d'étoiles. Oui, mais on est des enfants de supernova. Il n'y aurait pas eu de supernova, on n'existerait pas. Et il se trouve qu'il y a des possibilités, quand on réfléchit aux différentes possibilités de l'univers, s'il y a des facteurs, des constantes qui sont un peu plus ceci, un peu plus cela, eh bien, il n'y a pas de supernova. Et on n'existerait pas. Voilà. Bon, donc on est les enfants de supernova, je vais essayer d'aller un peu plus vite, là. Vous savez tout maintenant, quelques milliards d'années après le Big Bang, nouvelles étoiles, nouvelles galaxies, nouvelle génération. Alors, les étoiles se regroupent en énormes amas d'étoiles, les galaxies. Alors, les galaxies vont essaimer l'univers. Alors, voilà quelques exemples. Merci. Si, je vous parlais 2-3 petits mots sur les étoiles, et puis on va essayer de conclure. Les étoiles sont comme les êtres vivants, parce qu'on fait quand même un peu d'astronomie, même si on parle de particules. Hein. Les étoiles, elles naissent, elles vivent, elles meurent, sauf que l'échelle du temps n'est pas la même. Hein. Et le facteur fondamental qui joue sur la vie des étoiles, c'est leur masse. Hein.
Alors, suivant qu'une étoile est moyenne comme le Soleil, c'est une étoile tout à fait banale, dans une galaxie tout à fait banale, qu'on trouve n'importe où aux prises uniques. C'est tout à fait simple, c'est une étoile moyenne qui va, au bout de 5-10 milliards d'années, qui va exploser d'abord en géante rouge, puis en nébuleuse planétaire, et il restera un petit noyau qui s'appelle une naine blanche, qui va porter toute la masse de l'étoile. Il ne faut pas oublier, il ne faut pas lui cracher dessus à ce petit truc-là. C'est grand comme la Terre, mais ça a la masse du Soleil. Hein. Par contre, si vous êtes une étoile massive, alors vous avez, au lieu d'avoir une géante rouge, vous allez avoir une super géante rouge, bonjour monsieur, qui va se transformer en supernova, et la supernova elle-même va avoir, en fonction de la masse, va pouvoir aller soit vers un trou noir, soit vers une étoile à neutrons, peu importe. J'ai fait ici un petit dessin très schématique récapitulant l'évolution des étoiles. Ceux qui sont intéressés pourront me piquer ma présentation. Je la mettrai probablement en ligne sur mon site, voilà, si ça vous intéresse. Juste pour vous montrer à quoi ressemble la mort d'une étoile comme le Soleil, ça s'appelle une nébuleuse planétaire, qui n'a rien de nébuleux et qui n'a rien de planétaire, hein, comme toujours en physique. Hein. Voilà, ce sont des belles images du télescope spatial Hubble. Alors évidemment, suivant l'angle auquel on la voit, ben, on ne voit pas toujours la même forme. Là, des fois, on voit une belle symétrie, sinon c'est un peu n'importe quoi. Bon, supernova, je vais passer vite. Une Soleil, bon, je vais passer vite, excusez-moi. Alors, est-ce le bout du chemin? Voilà, ça c'est une bonne question. Eh bien, ce n'est pas tout à fait le bout du chemin, parce que en étudiant la vitesse de rotation des bras de galaxies, des étoiles dans les bras de galaxies, bon, on connaît les lois physiques de cela. On s'attendait à ce que la vitesse diminue en s'éloignant de la galaxie, puisqu'il y a de moins en moins de masse. Eh bien, en fait, vous voyez la courbe supérieure, on a noté au contraire une augmentation de cette vitesse. Alors, c'est pas possible, on ne voyait rien. Mais si on ne voit rien, et si on sait qu'il y a quelque chose qui agit comme la gravité, c'est qu'il y a quelque chose. Et les physiciens, quand ils ne savent pas ce que c'est, ben eux, ils ont un truc. Ils l'appellent noir. Alors, c'est une masse noire, une matière noire. Voilà. Quand on ne sait pas, on l'appelle noir. Hein, voilà. Donc, on l'a appelé dark matter en anglais, matière sombre ou matière noire. Et il semblerait que cette matière noire soit autour de toutes les galaxies, et il semblerait même qu'elle soit fondamentale dans la formation des galaxies et que ça serve un peu d'échafaudage aux galaxies quand les galaxies se forment. Mais ce n'est pas tout. Je vous ai dit que l'univers était en expansion. Vous me croyez, bien sûr. Eh bien, en fait, cette expansion, on s'est dit, si l'univers est en expansion, avec la gravité un jour, tout ça, ça va revenir. Hein, ça ne peut pas aller en expansion jusqu'à l'infini. Hein, il faudra bien que ça revienne un jour, l'action de la gravité. Donc on a payé, il y a des scientifiques qui sont mis là-dessus, on a envoyé des satellites, on a fait des mesures pendant des années pour prouver que l'univers allait se recroqueviller sur lui-même. Évidemment, comme à chaque fois, on a trouvé le contraire. L'univers, en fait, il ne se recroqueville pas. Son expansion, on s'est aperçu que son expansion s'accélère. Donc on est dans un univers à expansion accélérée. Ça a valu le prix Nobel à 3 personnes, dont Saul Perlmutter, en 2010 ou 2011, je ne me rappelle plus. Hein, ils ont prouvé que l'univers était en expansion. Alors comment ils se sont aperçus? Eh bien, dans l'univers, il y a des phares, un peu comme sur la route, ce sont des balises qui ont des émissions constantes. Elles font toutes 100 watts, disons. Alors c'est pratique parce que si je peux mesurer, si je peux arriver à détecter une lumière de 100 watts qui est à 1000 km, je sais que l'atténuation de la luminosité c'est moins 1 sur D2, hein, le carré de la distance. Donc je sais exactement où elle est. Donc en essayant de mesurer ces phares
qui sont situées loin de l'univers, ces phares, on les appelle des supernovas d'un certain type, on s'est aperçu qu'elles n'étaient pas à l'endroit où elles devaient être. Elles étaient plus loin. Alors, ou on se trompait complètement dans la théorie, ou alors l'univers était en expansion. Bref, après tout un tas de calculs, on s'est aperçu que l'univers était en expansion. Et alors, beaucoup plus frustrant, tout ceci nous a amené à considérer la composition de l'univers en masse-énergie. Hein. Masse et énergie, vous savez que c'est les deux côtés de la même force, de la même carte, hein, E égale mc2. Hein. Et on s'est aperçu, alors là, ça je dois avouer que pour moi, physicien, c'est très frustrant parce que 95% de l'univers nous est inconnu. J'ai beaucoup de mal à admettre ça. Bon, les trois quarts, ça serait donc cette forme d'énergie qu'on a appelée noire, hein, qui fait que l'univers est en expansion accélérée. On ne sait pas ce que c'est. Près d'un quart, c'est de la matière noire qui tourne autour des galaxies. On ne sait pas ce que c'est. Et les 4 ou 5% restants, c'est nous, les étoiles, les éléphants, les cafards, etc. Ou on se trompe complètement, ou alors c'est très frustrant. Il va falloir quand même que dans ce 21e siècle, on essaye de résoudre ces deux questions. La troisième question étant l'antimatière, où est l'antimatière? Voilà. Alors, voilà à quoi ressemble l'univers aujourd'hui. Hein, oui, on dirait une grande éponge. Hein, voilà, ce sont des simulations que l'on fait en mettant au départ quelques milliards de particules et l'on fait agir que la gravité. Et qu'est-ce qui se passe au bout de... Alors évidemment, c'est des simulations d'un computer. Hein, au bout de quelques milliards d'années, eh bien, on voit que ce qu'on obtient, ça correspond à l'image de gauche qui est ce qu'on mesure, ce qu'on observe dans l'univers actuel. Ça veut dire que nos simulations ne sont pas trop mauvaises. À ce propos, je vous signale, pour ceux qui sont intéressés par ces problèmes cosmologiques de simulation, la prochaine conférence mensuelle de la SAF, c'est le grand patron de ces simulations, Jean-Michel Halimi, je crois que c'est le 10 avril, il y a le programme qui est là-bas, qui va nous expliquer ces simulations d'univers. C'est ça qui fait avancer la cosmologie actuelle. Alors, comment étudier le Big Bang? Eh bien, c'est bizarre, hein, le Big Bang, on l'étudie à 100 mètres sous terre, et Nathalie Besson va vous en parler, hein, juste pour vous montrer que nous, on a eu la chance, à notre association de plaisir, d'y avoir été reçus il y a 2 ans, pendant une période d'arrêt. On a bien visé, on a pu descendre. Oui, on n'a pas l'air très malin, hein, oui, je sais. Hein, bon. Mais on l'a vu, nous. Vous ne l'avez pas vu. Bon. Et on a pu descendre dans le fond à l'expérience CMS. Nathalie vous en parlera. Voilà, on a eu beaucoup de chance, c'était passionnant. Alors, je résume le Big Bang et puis j'ai fini. Le temps et l'espace sont créés brutalement. Pourquoi? Je ne sais pas. On l'appelle le Big Bang, mais vous savez, c'était pas Big et ça n'a pas fait Bang. Dans les tout premiers instants, on crée les quarks, puis les particules vont s'associer pour donner les protons et les neutrons. Plus tard, on va créer des noyaux deutérium et d'hélium, beryllium, lithium, si bien qu'au bout de 3 minutes, c'est ce qu'on appelle la nucléosynthèse, on est arrêté, on a en gros hydrogène, hélium, lithium. La densité de matière est encore énorme, l'univers est toujours opaque, la température baisse, et vers les 3000 degrés K, les particules se calment, les électrons vont enfin s'associer au noyau et donner des atomes. Donc 380 000 ans après le Big Bang, les atomes d'hydrogène et d'hélium existent. La lumière peut enfin se propager, l'univers devient transparent. Les premières galaxies se créent, les premières étoiles vont exploser, c'est la nucléosynthèse stellaire qui va s'arrêter au fer, et ensuite les supernovas vont donner naissance à des éléments encore plus lourds, et au monde actuel, voilà, petit dessin si ça vous intéresse. Le Big Bang a-t-il existé? Bon, il faudra que je rentre trop dans les détails pour vous l'expliquer. Un dernier point sur la forme de l'univers.
Alors, ouvert ou fermé ou plat, fini, sans bord. Alors, l'univers est très certainement fini. Hein, il y a un commencement, il y avait un certain nombre de particules au début. L'univers semble fini. On pense que l'univers est plat, plat au sens cosmologique du terme. On travaille encore pas mal là-dessus. L'avenir de l'univers va dépendre de sa forme. Bon, on ne sera pas là pour le dire, mais croyez-moi, il y a beaucoup de gens qui travaillent là-dessus. Alors donc, les dernières mesures, ça semble quand même très, très bizarre. On serait vraiment dans le cas extrême où l'univers est plat. Il y a quand même beaucoup de coïncidences dans toutes les mesures actuelles. C'est 95% de l'univers qui est inconnu. L'univers serait plat. Ça fait quand même beaucoup de choses. Alors on se pose la question du principe anthropique. Vous avez entendu parler. Est-ce que l'univers a été créé pour l'homme? Est-ce que l'homme ou pas? Et c'est un hasard extraordinaire. Hasard ou non, comment se fait-il que tous ces paramètres qui constituent l'univers soient si parfaits? Parce que, comme je vous l'ai dit, il suffit que vous changiez la valeur, un pouillème de la vitesse de la lumière ou de la constante de Heisenberg, etc., la constante de Boltzmann, hop, il n'y a plus d'étoiles. Ou alors, ça s'arrête au fer. Ou alors, bon, les étoiles ne vivent que 100 millions d'années. Ben, évidemment, ça ne suffit pas pour aller jusqu'à nous. Donc, on ne sait pas. A priori, beaucoup pensent qu'on ferait partie d'un ensemble plus vaste qu'on appellerait multivers. Mais tout est ouvert. Tout est ouvert. Voilà, donc faites varier ces constantes et puis il n'y a plus rien. Voilà, merci de votre attention. Si vous avez des questions, je vois qu'il y a quelqu'un qui ose lever la main. Alors, parlez fort parce que je suis dur d'oreille. Oh, j'entends pas. Je suis argumentaire, j'ai pas tout, vous en avez peut-être parlé. Je voulais savoir en fait où ça en était la recherche sur la théorie des cordes, est-ce que ça avait été confirmé? Ah ben oui, c'est une des possibilités pour expliquer justement ce qui pourrait se passer s'il y avait des multivers ou pas. C'est une théorie tout à fait. Il y a la théorie des cordes et la gravitation à boucle. Hein, donc on travaille là-dessus, mais je ne peux pas vous en parler. D'abord, je ne connais pas tout moi-même, mais je sais que ce sont les deux théories les plus en vogue actuellement. Parce que le LHC était censé justement s'occuper un peu de cette Eh bien, je repasse le ballon à ma collègue tout à l'heure, voilà, qui va vous parler du LHC là-dessus. Vous avez d'autres questions? Oui? J'aurais une question, c'est à propos de la définition des bosons. Vous avez présenté les bosons comme une espèce de vecteur de l'énergie. Oui. Mais bon, il y a des exemples, je dirais par exemple les paires de Cooper, qui ne correspondent pas à cette définition. Alors là, vous me... Les paires de Cooper, Les paires de Cooper? C'est les paires d'électrons qui sont responsables de la supraconductivité. C'est bien. Il y a toujours quelqu'un qui arrive à me coller dans une conférence. Vous avez réussi. Vous savez? Vous êtes capable de répondre? Vous me répétez ça, je répondais à une question. Ouais, j'ai été perturbée. La paire de Cooper. Les paires de Cooper c'est des dans un bosons, mais supraconducteur. ouais. Hein, c'est donc des Dynamiquement. paires d'électrons qui sont qui s'assemblent avec les phonons du réseau. Et donc c'est ça qui est responsable de la supraconductivité. Parce que comme ces paires de Cooper deviennent des bosons, il n'y a plus de principe d'exclusion de Pauli. Et donc c'est ça qui permet au courant de passer. Mais ces bosons ne correspondent pas à la définition du support d'énergie comme les photons. Alors, les bosons médiateurs de force dont a parlé Jean-Pierre sont des particules élémentaires, ce qui n'est pas le cas des phonons. On parle des phonons, là, les bosons valses et les phonons, ce n'est pas du tout des particules élémentaires, c'est des particules composites. Oui, parce que c'est des paires d'électrons. Et alors, ça peut être vu, je crois, un petit peu pas plus que ça, ça peut être vu comme des médiateurs de force, mais pas d'une force élémentaire, et c'est pas une particule élémentaire. Ça reste un boson, ça a les mêmes caractéristiques. D'autres questions? Allez-y, n'ayez pas peur.
Non, tout est clair. J'interroge à la sortie. Vous avez tout compris sur le Big Bang? Sur les particules? C'est bon. Donc, je vous rappelle qu'il y a de la documentation du CEA sur les astroparticles. Oui, mademoiselle? Je voulais juste poser comme question si l'univers est en train de toujours en expansion et se refroidit, quel sera le futur lointain de l'univers? Ah oui, justement, ça c'est une bonne question. Alors, dans le pire des cas, si vraiment cette expansion continue à s'accélérer, eh bien, on va se dissoudre. D'abord, ça commencera dans quelques milliards d'années. Quand on regardera le ciel, on ne verra plus rien, on ne verra plus d'étoiles, elles seront tellement loin, on ne les verra plus. Et puis ensuite, on va se dissoudre progressivement et en atomes, puis après nos particules, ça va repartir. Mais c'est de la science-fiction, ça, pour le moment, on ne sait pas trop. Mais si on continue, effectivement, il va se passer le phénomène inverse. Alors, par contre, si il existe une autre force qui pourrait contrebalancer cette accélération, tout est possible. On peut revenir en arrière et on pense, il y a des gens qui pensent qu'il y a un univers, hop, on revient vers un Big Bang, on recrée, on revient vers un Big Bang, on recrée. Mais bon, c'est fantaisiste tout ça, c'est des hypothèses, on ne sait pas. Bon, ben merci, je ne sais pas ce qui est prévu, je te passe la parole. Bien, merci encore Jean-Pierre. Bien, bah écoutez, maintenant on va faire une petite pause. L'Observatoire du Triel vous invite à une petite collation dehors et on se retrouve à 17h15 pour la deuxième conférence avec Nathalie Besson.